l'émission Et nous sur Radio Dena. Chaque année, il est célébré la journée mondiale de l'enfant africain, le 16 juin donc. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cette journée, son importance et l'apport au développement et l'épanouissement des enfants africains. Nous parlerons également d'éducation puisque le thème de cette année porte sur cette thématique. Je suis Edwige Pedo, bienvenue dans Et nous. Alors, mon invité, Roger Pakou, bonjour, comment vous allez? Je vais super, bonjour. Vous venez du Cassit, mais présentez-vous à notre auditoire. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je me nomme Roger Pakou, je suis coordonnateur du programme régional Afrique au Cassit et je coordonne au niveau du Cassit le projet protection des enfants contre la torture au Togo. Alors, protection des enfants contre la torture. Exactement. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté que des enfants sont victimes de torture que ce projet a été mis en place au niveau du Cassit? Exactement, ce projet a été mis en place suite à des constats que les enfants en conflit avec la loi étaient effectivement victimes de mauvais traitements. Et l'apport du projet, c'est de vraiment agir sur cette courbe-là pour améliorer l'état des lieux. Voilà. D'accord. Et le projet a commencé à quel moment? Le projet a commencé, c'est un projet de 3 ans qui finit cette année. D'accord. Et nous le faisons en collaboration avec l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT. Et qu'est-ce qui s'est fait? Parce que vous avez parlé de 3 ans, aujourd'hui c'est cette année la fin. Ouais. Mais qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu beaucoup de sessions de formation avec les acteurs de la chaîne pénale, les magistrats, les assistants sociaux, les régisseurs. Donc beaucoup de formations, de renforcement de capacités et beaucoup de campagnes digitales et aussi beaucoup de suivi de cas, d'écoute et de suivi de cas au niveau des enfants qui sont victimes. Oui, exactement. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une amélioration après, on va dire, ces 2 années d'exécution, puisque c'est la 3e année cette année? Oui, je pense que le constat, c'est que sur les cas que nous avons portés, il y a eu, je dirais, de la collaboration de la part des autorités. Nous avons réussi à avoir des solutions satisfaisantes, en tout cas pour les enfants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore de grands défis. Ça, c'est le combat de toujours. Il y a encore de grands défis et ce projet mérite même d'être reconduit pour les années à venir. On parlera un autre jour de ce projet en long et à large, mais on revient à la problématique du jour, la journée de l'enfant africain, observée chaque 16 juin en Afrique surtout. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'historique de la mise en place d'une telle journée pour les enfants africains? L'historique, ce sont d'abord les incidents malheureux qui sont survenus en Afrique du Sud, à Soweto. Et je pense que par après, l'Organisation de l'Unité africaine a trouvé judicieux de pouvoir commémorer ce drame, en tout cas de pouvoir retenir une journée qui va rappeler à la mémoire collective des Africains l'importance justement de la protection, de l'accompagnement des enfants en Afrique. Puisque ces enfants se sont levés pour réclamer leurs droits, surtout l'aspect éducation. Exactement. Et c'est ce qui a poussé à la mise en place d'une telle journée en 1991. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette journée est vraiment importante pour la communauté africaine? Exactement. Je pense que c'est même là qu'est bienvenue cette émission parce que la journée, c'est même dit journée de l'enfant africain. Donc, quelque part, c'est vraiment pour faire l'emphase sur la problématique de l'enfance en Afrique. Mais est-ce que nous, acteurs africains, nous sommes suffisamment sensibilisés? Est-ce que nous adhérons massivement à cette journée? C'est peut-être ça le questionnement. Et donc, moi, je pense qu'il y a encore de grands défis. L'intérêt pour moi de cette journée, c'est de reposer le débat au niveau du débat public, de pouvoir ressusciter de l'intérêt autour de l'enfance. Et cette année, justement, la question de l'éducation des enfants en Afrique, voilà. Pour tous les États africains, les acteurs, de pouvoir se poser des questions sur l'état des lieux des choses et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Le développement et l'épanouissement de l'enfant africain au cœur de la célébration de la journée de l'enfant africain. Mais quand on prend aujourd'hui la vie de cet enfant africain, est-ce que vous pensez que cet enfant est épanoui aujourd'hui? Il y a des statistiques et j'espère pouvoir me rappeler les chiffres. Je pense que l'UNICEF, sous
sous réserve de contradictions, hein, bien sûr. Je pense que l'UNICEF dit qu'actuellement, nous avons un enfant, en tout cas sur 2 personnes, nous avons un enfant, c'est-à-dire moins de 18 ans. Et c'est-à-dire que notre continent est majoritairement composé de jeunes personnes. Oui. Donc vous voyez, aujourd'hui, la question de l'enfance, l'éducation et autres, c'est assez crucial pour nos pays qui aspirons à un certain développement. Et le développement, naturellement, la base, c'est l'éducation. Donc, est-ce que l'enfant aujourd'hui, l'enfant africain épanoui? Je pense qu'il revient à chacun de pouvoir répondre à cette question. Mais nous savons en tout cas que pour pouvoir parvenir à cet épanouissement, un impératif, c'est l'éducation. Donc aujourd'hui, tous les acteurs doivent pouvoir se poser les questions. Nous, par exemple, acteurs de la société civile, pour voir qu'est-ce que nous faisons comme contribution. Mais les premiers tenants qui sont les acteurs des pouvoirs publics qui se posent la question aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour les enfants? Est-ce qu'il y a de l'évolution et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Voilà. Mais l'enfant africain est confronté à plusieurs problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la torture. Il y a la maltraitance. Il y a d'autres sujets, d'autres mots qui minent leur épanouissement. Exactement. Je vais dire même qu'au niveau africain, il ne faut pas oublier que notre continent est assez secoué par plusieurs conflits. Oui. Donc aujourd'hui, quelle est la situation des enfants dans les pays qui sont en conflit ou dans les pays qui sont en post-conflit? Au Togo, par exemple, nous avons le contexte de l'extrémisme violent au nord du Togo, les déplacements internes. Quelle est la situation des enfants dans ce contexte? Nous avons de plus en plus des enfants de la rue, le nombre d'enfants de rue. Les enfants en situation de rue qui augmente. Les enfants talibés également. Exactement, vraiment ce phénomène-là qui fait que finalement nos frontières sont de plus en plus poreuses. Et aujourd'hui, vraiment, la situation des enfants est assez précaire dans ce contexte-là. Je pense vraiment que c'est une journée qui mérite vraiment qu'on puisse profiter pour avoir des débats sérieux, pour voir, puisqu'il y a de plus en plus beaucoup de problèmes, je vais dire, de situations difficiles qui sont communes à plusieurs États. Par exemple, nous en Afrique de l'Ouest, ici, il y a un contexte qui est assez commun. En Afrique centrale, les conflits aussi qui sont transfrontaliers, des contextes assez communs, et il faut que nous puissions faire un état des lieux. Que ce soit des décisions communes également. Collectives pour pouvoir affronter le phénomène voilà, ensemble, quoi. D'accord. Alors, cette année, l'accent est mis sur l'éducation pour tous, puisque de nombreux enfants ont vu leur éducation interrompue par rapport au phénomène que vous venez de citer. Exactement. Pourquoi est-il si important de mettre l'accent sur ce domaine? Je pense que c'est Mandela qui dit « Vous ouvrez des écoles, vous fermez des prisons ». Je ne sais pas si c'est Mandela qui l'a dit, mais c'est une maxime qu'on utilise assez fréquemment pour dire en fait que c'est l'éducation qui peut permettre vraiment de façonner la société de demain. Et aujourd'hui, pour nous qui avons pu d'une manière ou d'une autre jouir d'une certaine éducation, ça nous permet de pouvoir réfléchir et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer. Vous voyez, le phénomène culturel, criminel, je voulais dire, le phénomène criminel se nourrit de beaucoup d'analphabétisme, de beaucoup d'ignorance, c'est de la manipulation, c'est des gens qui sont facilement enrôlables, manipulables, tout ça. Donc je pense que l'éducation vient finalement nous libérer de tous ces travers. Donc je pense que le souhait pour nous, peuple africain, qui vraiment sommes toujours en train de parler de développement, un incontournable en tout cas pour moi, c'est l'éducation. Je pense que ça a été démontré à raison. Donc c'est vraiment de voir concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Notre pays, en tout cas, je pense qu'on va revenir là-dessus, a beaucoup de politiques en cours dans ce sens. Mais aujourd'hui, je pense que, pour moi, en tout cas, qui est un programme régional, les problématiques ne doivent pas seulement être abordées au niveau national. C'est voir comment, peut-être dans la sous-région ouest africaine, comment la question de l'éducation est abordée par nos politiques. Et voilà, pour que demain puisse émerger une jeunesse vraiment beaucoup plus forte, je dirais. Alors, l'éducation pour tous les enfants en Afrique leur est venue, c'est un appel à l'action donc qui est lancé aux autorités. Exactement, un appel à l'action. On ne va pas nier tout ce qu'ils font déjà. Et c'est vraiment félicitations pour les initiatives en cours, un appel à faire un bilan de tout ce qui a été jusqu'aujourd'hui réalisé, et puis d'avoir le courage d'accepter que sur certains points on n'a pas réussi, qu'on n'a pas atteint les objectifs escomptés.
et de voir en termes de collaboration. Aujourd'hui, la société civile, les journalistes, les ONG, les ODDH sont en train vraiment de se positionner comme des acteurs sérieux avec lesquels on peut composer pour arriver à un certain développement. Donc que les politiques aussi soient ouverts à ces nouveaux partenariats-là pour voir dans quelle mesure tous ensemble on peut relever le défi de l'éducation. Quand vous ouvrez une porte d'école, c'est que vous fermez une prison, selon Victor Hugo. Alors aujourd'hui, est-ce que cette citation est un peu comprise par les différents acteurs? Le tort, de toute façon, moi je pense qu'il est partagé. Le tort, il sera toujours partagé dans la mesure où est-ce que les populations même... est-ce qu'elles ont compris véritablement l'importance de l'éducation pour leurs enfants, pour leurs proches? Parce qu'on a beau ouvrir des écoles, si au niveau de la population, on n'a pas suffisamment sensibilisé en amont, que les gens ne sont pas convaincus que l'éducation, c'est vraiment une porte sur un avenir, moi je dis radieux. Si les populations ne sont pas convaincues, nous allons ouvrir des écoles, mais les gens ne vont pas y aller. Les jeunes en prison, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Faute de quand nous allons revenir à la base. Exactement. Il y a même le taux de décrochage scolaire qui est c'est un indicateur assez parlant. Les gens vont, mais est-ce que les gens arrivent à finir? Bon, ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas la volonté. Voilà, ce n'est pas... Il y a aussi il y a beaucoup de choses. D'autres aspects qui rentrent en jeu. Qui peuvent amener finalement quelqu'un à ne pas pouvoir terminer son cursus. Mais je dis que le taux de décrochage est un indicateur pour dire qu'on a beau ouvrir des écoles, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, on risque de ne pas atteindre l'objectif à escompter. Avant de prendre le cas du Togo, quels sont selon vous les obstacles liés à l'accès à l'éducation pour tous en Afrique? Déjà, pour moi, c'est une bonne sensibilisation à la problématique. Moi, je pense que j'étais, entre parenthèses rapidement, j'étais à une activité à Bangui quand il y a un aîné qui a rendu un témoignage comme quoi lui, il a vécu, il est très âgé, donc lui, il a vécu au village et tout, mais son père avait cette préscience-là pour savoir que l'éducation pour son enfant, ça devait vraiment ouvrir des portes à son enfant. Et le père lui aurait dit, moi, je n'ai pas été à l'école, mais moi, je t'ouvre les portes de l'école. Donc, si tu joues au con, le con te jouera plus tard. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il y a certains parents qui ont compris le défi et justement, ils saisissent les opportunités qui s'offrent à eux justement pour pouvoir faciliter l'éducation de les enfants. Moi, je pense que le préalable, c'est ça. Qu'il y ait un changement de mentalité massif, collectif, qu'on comprenne l'enjeu de l'éducation, qu'il n'y ait plus de parents qui vont interdire à leurs filles, par exemple, l'accès à l'éducation des filles. Voici des problématiques assez réelles. Souvent, par rapport aux filles, il y a le mariage, il y a des pratiques également qui... discriminatoires, traditionnelles. Le mariage précoce, tout ça, l'excision. Exactement, qui viennent entraver vraiment l'accès des jeunes filles à l'éducation. Donc, vraiment, sensibilisation en amont. Et ensuite, que les politiques puissent mettre en œuvre les ressources nécessaires pour qu'on puisse avoir des écoles. Vous savez que le droit à l'éducation se classe dans la catégorie des droits économiques et socioculturels. C'est un type de droit qui a la particularité de nécessiter l'intervention de l'État avant qu'on ne puisse y jouir. J'ai droit à l'éducation, mais si l'État ne construit pas des écoles, je ne pourrais pas... Il faut avoir des infrastructures, des enseignants qualifiés, beaucoup de choses finalement qui... est de la responsabilité des pouvoirs politiques. Donc, je dis toujours responsabilité partagée, ils vont le faire, mais de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait de l'adhésion au niveau des populations. Il faudrait que les autorités comprennent que c'est à eux d'augmenter le financement accordé au secteur de l'éducation. Au niveau le pourcentage du budget annuel, mais je pense de toute façon qu'ils ont de quoi se défendre. Ils ont de quoi se défendre, mais on les encourage en tout cas à en faire plus. D'accord. Voilà. On revient au cas du Togo maintenant, puisque, comme vous le savez, chers auditeurs, le terme de la journée de l'enfant africain de cette année porte sur l'éducation. Alors, au Togo, quelles sont les obligations qui incombent à l'État en matière de lutte pour l'éducation des enfants? De façon assez générique, je dirais les responsabilités des États, puisque le droit à l'éducation, c'est un droit de l'homme. Donc, la responsabilité de chaque État, théoriquement, en droit de l'homme, c'est 3 choses. Respecter, protéger, mettre en œuvre, c'est-à-dire respecter déjà le droit des personnes à l'éducation,
protéger le droit des personnes à l'éducation, mettre en œuvre le droit des personnes à l'éducation. Donc concrètement, sur la mise en œuvre, c'est rendre disponibles les infrastructures pour que les populations puissent avoir accès à l'éducation et par exemple protéger dans le sens où s'il y a par exemple des pratiques traditionnelles néfastes qui s'érigent comme obstacle justement à ce droit à l'éducation, l'État doit mettre en œuvre des programmes pour pouvoir justement parvenir à l'éradication de ce genre de pratiques-là. Donc de façon, voilà, assez ramassée, c'est ce que je peux dire concernant les obligations de l'État togolais. Donc, ce qui veut dire que l'État doit mettre en place des programmes pour... aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'État togolais en fait assez par rapport au financement, au changement même du système éducatif togolais? Bon, nous sommes en tout cas en train d'assister à beaucoup de réformes. Et moi, je pense qu'il faut toujours commencer par féliciter ce qui se fait, les bonnes choses qui se font. Donc, encourager les bonnes dynamiques. Maintenant, comme moi je dis, avoir le courage d'entendre des discours qui ne sont pas peut-être de nature à vous mettre à l'aise, dans la mesure où, dans une certaine mesure, certaines personnes restent encore sur leur soif. Ouais. Et je pense par exemple à l'enseignement supérieur, la situation de nos étudiants dans nos deux universités publiques qui n'est pas redorante. Quand on compare par exemple par rapport à certains pays... les infrastructures dans certaines zones reculées, la qualité des infrastructures. Exactement, même la disponibilité des enseignants. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants, il y a le recours aux volontaires, comment on les appelle là, ceux que la communauté... Les enseignants volontaires, les vacataires? Les vacataires, je ne sais plus, mais je sais que certaines communautés peuvent se font cotiser. Appel à des enseignants. Il y a encore beaucoup de ces choses ces pratiques vont déteindre sur la qualité de l'enseignement, puisque ce n'est pas rattaché au système, je vais dire, national. Donc, quelque part, au niveau de la qualité, il y a des soucis. Donc, il y a des défis réels. Je pense que des voies mieux indiquées peuvent faire un état des lieux beaucoup plus sérieux. Mais moi, de par le travail que je fais et les collaborations que nous avons dans la société civile, nous savons qu'effectivement, il y a d'énormes défis en matière de disponibilité des infrastructures, disponibilité du personnel enseignant et voilà, d'autres contingences extérieures aussi où on attend vraiment que l'État puisse avoir une présence beaucoup plus active. Dans la gestion du secteur éducatif. Exactement. Alors, est-ce qu'on pourra dire que l'éducation des enfants est une réalité aujourd'hui, vu le nombre de cas des enfants en situation de rue, puisqu'on l'avait dit en début? Justement, pour moi, c'est la situation, en tout cas, l'explosion du nombre d'enfants en situation de rue, le contexte de l'extrémisme violent, ce sont des phénomènes nouveaux et dans lesquels je pense que l'État continue encore par chercher la bonne stratégie. Parce que on en parle depuis peut-être 1 an, 2 ans, mais je n'ai pas encore, à ce que je sache, eu écho d'un programme éducatif qui s'intéresse spécifiquement aux enfants en situation de rue. Exactement. Donc je pense que peut-être qu'ils sont surpris aussi, puisque bon, c'était pas aussi flagrant par les années passées. Donc en tout cas en ce qui concerne les enfants en situation de rue, vraiment je pense que l'État doit rapidement mettre en œuvre voilà, des programmes spécifiques typés pour eux, quoi. Parce que on le dit, nous sommes dans un contexte où nous voulons lutter contre l'extrémisme violent. Les questions de sécurité sont vraiment très, très, très dans le débat actuel, quoi. Donc, situation de rue, manque d'encadrement, délinquance, voilà, extrémisme violent, voilà, voilà. Donc, on a tout à gagner si vraiment ceux qui peuvent développer des programmes se mettent à l'œuvre. Quand je dis l'État, naturellement, les organisations de la société civile, elles aussi, elles sont invitées à l'action. Le CACIT aussi est en train dans son plan d'action annuel, à inscrire beaucoup de choses que nous essayons, avec les ressources disponibles, d'implémenter. D'accord. Alors, par rapport à ces enfants en situation de rue, c'est un problème énorme aujourd'hui. Il y a plusieurs organisations de la société civile qui militent pour que ces enfants soient réinsérés. Mais la situation, c'est qu'on a des enfants en situation de rue qui deviennent des parents des enfants en situation de rue. Comment vous pensez qu'il faut vraiment combattre ce phénomène?
Oui, oui, merci beaucoup, hein, parce que ce schéma ou cette image que vous avez donnée, c'est justement pour dire que le problème il est urgent, quoi. Et pendant que nous sommes en train de parler de deux enfants en situation de rue, voilà, qui s'amourachent et que ils nous font... Parce qu'ils deviennent adultes dans la rue. Exactement. Et après, ils deviennent des parents. Et même quelque chose aussi qui, des fois même, est difficile à gérer. Moi, j'ai assisté personnellement à des réinsertions d'enfants de rue, mais tellement ils ont pris le pouls dans la rue que, quand je dis le pouls, l'habitude... Ils se sont habitués à la rue. Quand on essaie de les réinsérer, quand ils vont dans le milieu encadré et tout, mais c'est compliqué pour les encadreurs de s'en sortir avec eux. Il y a des enfants qui ont des habitudes, par exemple, qui touchent aux substances voilà, nocives, les drogues et tout, des enfants qui sont violents, voilà. Donc, quand on les amène dans ces groupes, ils sont des problèmes pour les autres enfants. Et je dirais même que quelque part, les assistants préféreraient qu'ils retournent à la rue. Quoi. Oui. Ouais. Donc, c'est pour dire que le phénomène, peut-être qu'on ne l'embrasse pas encore suffisamment bien et qu'il faut renforcer les capacités dans ce sens. Mais effectivement, pendant qu'on passe le temps à peaufiner les stratégies, le nombre devient pléthorique, la situation des enfants devient de plus en plus précaire et puis c'est tout le monde qui s'en trouve mal au final. Quoi. De nombreux enfants sont à l'école, mais d'autres sont à la maison et d'autres également se retrouvent dans la rue par peut-être à cause de la pauvreté, à cause des violences ou maltraitances même. Ça dépend de ce qui amène l'enfant dans la rue. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut des actions concrètes pour pouvoir amener tous les enfants à l'école. Exactement. Je vais parler spécifiquement des enfants en conflit avec la loi. De ce que je sais, on n'a qu'un seul centre spécialisé. Bon, enfin, on en a deux. De réinsertion. Oui. Bon, moi, c'est de réinsertion, pas de réinsertion, mais des la brigade. Centres. Exactement. Oui. Les centres de correction, on va dire, pour les mineurs. On n'en a que deux. Moi, je dis un parce que des deux, il n'y a qu'un seul qui est fermé. C'est-à-dire celui de Lomé, le CADJ, le centre d'accès au droit à la justice pour les enfants, c'est le seul qui est fermé. Celui de Carré, c'est un centre ouvert. Moi, j'avais visité le centre, je pense, en début d'année passée, janvier. J'ai discuté avec le responsable. C'était un centre qui avait vraiment du mal à fonctionner normalement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment, je pense qu'il n'y en avait même pas, ou pas suffisamment en tout cas, de personnel affecté ni de ressources affectées au fonctionnement de ce centre. C'est celui de Lomé qui hérite un peu de l'expérience de vie de la brigade pour mineurs, puisque bon, le centre est venu après la brigade pour mineurs, il y avait déjà un personnel qui a été réaffecté au CADJ. Donc c'est le seul centre qui est censé, centre spécialisé qui est censé accueillir les enfants en conflit avec la loi sur toute l'étendue du territoire. Quoi. Ouais. Donc déjà, surpopulation de la structure dans les premiers mois. Surpopulation de la structure dans les premiers mois. Maintenant, quand les enfants quittent ce centre, quel est l'autre centre qui prend le relais? C'est celui qui est juste à côté. Le centre de Kakaveli. Exactement, c'est le centre de Kakaveli qui prend le relais. Je pense qu'il est le seul au Togo aussi. Ouais. Donc, en matière qui a été rénové d'ailleurs, qui a été refait. Donc, en matière de capacité d'accueil, il y a vraiment beaucoup de défis. Moi, j'ai même échangé avec les responsables. À un moment, on voulait qu'ils puissent récupérer un enfant. Il n'y avait pas pas de place disponible. Donc, vous voyez, ce sont des enfants minorités, des enfants vulnérables. Mais au niveau des centres spécialisés de l'État, on n'en a pas suffisamment. Et je pense que vraiment, c'est un gros défi aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne cette catégorie d'enfants vulnérables. En matière d'éducation, le Togo est face à plusieurs défis, on va dire. Ouais. Mais malgré ces défis, c'est qu'il y a des avancées remarquables enregistrées en matière d'investissement. Exactement. Il y a une pratique constitutionnelle qui faisait que l'école était obligatoire jusqu'à un certain âge. Oui. Nous avons notre récente réforme constitutionnelle. Je ne saurais citer l'article qui le dit. Donc l'école obligatoire jusqu'à un certain âge. Déjà, ça veut dire quand même que le peuple togolais est conscient. Il faut envoyer l'enfant à l'école. Voilà, de l'importance de l'éducation pour construire des citoyens consensuels. Maintenant, en termes de politique, nous avons la politique, on dit la politique du chef de l'État, mais la politique du gouvernement qui veut que l'école soit gratuite dans les écoles primaires publiques. Dans les écoles primaires publiques. Donc, vraiment, c'est une incitation aux populations à
jouit pleinement de ce droit à l'éducation. Je pense qu'en parallèle, il doit y avoir beaucoup de mesures d'accompagnement que je ne saurais peut-être citer ici, mais je sais en tout cas qu'il y a beaucoup qu'il se fait déjà au niveau du pouvoir public par rapport à l'accès à la jouissance du droit à l'éducation. Et à la protection aussi de la fille, ou bien des apprenantes à l'école, par rapport, on le sait, aux violences et tout, donc ce qui permet à la fille d'aller à l'école très facilement. L'interdiction de certaines punitions corporelles, voilà, on essaie vraiment le châtiment corporel qui est enlevé. Voilà, donc je pense qu'on essaie d'assainir un peu le milieu pour inciter, encourager les étudiants, tant les apprenants que les parents des apprenants, à adhérer à cette démarche-là, quoi. Et par rapport à la qualité de l'enseignement, parce que c'est l'autre défi pour le Togo, c'est d'avoir un enseignement de qualité, de sortir des apprenants qui sont vraiment intelligents. Aujourd'hui, que pensez-vous qu'il faudrait faire, parce que le niveau baisse considérablement? Exactement, ça c'est exactement ce qu'un ténor m'a dit. Il m'a dit le niveau baisse. Il m'a dit le niveau baisse. Et il m'a dit le niveau baisse parce qu'il faisait un commentaire sur la qualité des travaux de recherche des étudiants. Les étudiants en année de master, les étudiants en année doctorale, il estime que la qualité de la recherche, elle baisse, quoi. Les standards, il y a 5 ans, 10 ans, oui, ce n'est plus ça. On n'a plus de vrais chercheurs, on n'a que des gens qui écrivent. Puisque la base a été faussée déjà pour l'apprenant. Pour moi, c'est... Est-ce qu'on peut tirer directement comme ça des conclusions? Mais en tout cas, les ténors estiment que le niveau a baissé. Pour moi, la qualité de l'enseignement, je pense qu'il y a des réformes qui sont déjà en train de se faire. Beaucoup de réformes qui sont déjà en train de se faire. Maintenant, par rapport à la qualité de l'enseignement au niveau sous-régional, beaucoup estiment que l'éducation togolaise, le système d'éducation togolaise fait des lauréats beaucoup plus performants, quoi. Voilà, donc en même temps qu'on dit ça au niveau de la sous-région, les gens disent ouais, l'éducation Togo, elle est bien et tout et tout. Et moi, sur certaines... C'est un niveau acceptable quand on prend le Togo. Voilà. Et bon, en même temps, moi, j'ai étudié, j'ai fait quelques petites études à gauche, à droite. Je sais que chez nous, c'est corsé, les gens, c'est corsé sans raison. Même des fois, je me dis, c'est corsé sans raison. Parce que quand tu veux former un menuisier, tu lui fais faire de la menuiserie, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'en matière d'enseignement généraliste, on en fait un peu de trop. Voilà, donc former des spécialistes et tout. Mais moi, je n'ai pas d'enseignement à donner aux spécialistes de l'éducation. Je pense qu'il y a des techniciens qui sont mieux placés pour mener cette réflexion. Mais ce qui est sûr, c'est que d'aucuns pensent que le niveau de l'éducation a baissé. Maintenant, il revient à ceux qui sont les scientifiques de la chose de pouvoir réfléchir. Je pense qu'il faudrait peut-être s'assurer que la formation initiale qui est donnée aux enseignants soit de qualité. Exactement. Et surtout qu'elle soit continuelle, parce que ce n'est pas parce que vous êtes sorti déjà et que vous enseignez que vous n'allez plus suivre d'autres formations, des mises à jour et tout ça. Exactement. Moi, je voulais même dire quelque chose, mais ça, c'est vraiment mon point de vue. Aujourd'hui, plusieurs personnes se retrouvent dans le corps de l'enseignement parce qu'ils ont cherché un travail. Pas pauvreté. Trouvé. Voilà, c'est pas un manque d'options, quoi. Ouais. C'est pas vraiment pas passion. Du coup, ça déteint sur la qualité de l'enseignement. Moi, je garde toujours, écoute, on a été à l'école ensemble. Donc, je garde toujours cette image en seconde. Moi, j'ai jamais réussi à apprendre l'allemand parce qu'on avait eu 3 enseignants la même année. La dernière personne qui est venue m'a limite traumatisé. Du coup, moi, j'ai rien retenu. Donc, c'est-à-dire que si l'enseignant lui-même, il n'aime pas sa chose. Il n'est pas passionné. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas taré, tu vois. J'aurais pu apprendre l'allemand. Il faut juste avoir le bon enseignant. Oui, je n'ai pas eu le bon enseignant en seconde et ça m'a claqué toutes les 3 années du lycée. Donc, mettre l'accent sur le choix des enseignants, leur qualificatif. Moi, je dis même leur plan de carrière qui soit motivant pour eux. Qu'il y ait un plan de carrière motivant pour ceux qui tiennent l'enseignement. Quand on sait encore que l'enseignement, c'est fondamental pour nous, mais qu'on essaie de mettre les enseignants bien. D'accord. Pour que voilà, on ait le résultat. Vous êtes sur Radio Diena dans votre émission et nous parlons aujourd'hui de la journée mondiale de l'enfant africain qui met l'accent particulièrement cette année sur l'éducation, les actions à mener par les États
pour une meilleure éducation des enfants africains. Et nous en parlons avec Roger Pakou. Il est le coordonnateur du programme régional Afrique du CACIT. Alors, Roger, en 2023, le Togo est passé devant le Comité des droits de l'enfant pour présenter son rapport par rapport à la situation des enfants au Togo. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été dit? Oui, c'était déjà un honneur, j'en profite pour le dire. Le CACIT a réussi à faire participer plusieurs de ses membres à la pré-session. C'était en février, puisque l'État est passé en septembre 2023. Donc en février 2023, il y a une délégation du CACIT qui a fait partie de la délégation de la société civile qui s'est rendue à Genève pour les discussions dans le cadre de la pré-session. J'ai eu la chance de faire partie de ces échanges. J'ai vu un peu quelles étaient les recommandations prioritaires que les organisations de la société civile ont portées dans différents domaines, y compris l'éducation. Et quand l'État y était en septembre, quels sont les différents éléments de réponse qu'ils ont apportés. Mais pour dire les recommandations phares, en ce qui concerne en tout cas le domaine dans lequel mon organisation, le CACIT, la lutte contre la torture. Exactement. Et voilà. Torture, mauvais traitement, promotion des droits de l'enfant et tout. Je dirais qu'on a encouragé le gouvernement à faire la lumière sur certaines allégations de mauvais traitement de torture qui sont documentées depuis 2017. Vous savez qu'en 2017, on a eu des manifestations violentes, il y a eu des enfants tués et tout, des enquêtes qui ont été officiellement ouvertes, mais on n'en a jamais eu les résultats. Donc, on a encouragé l'État, par exemple, à vraiment diligenter des enquêtes. Et si des enquêtes ont été diligentées, de rendre public vraiment les résultats de ces enquêtes-là pour que les responsables, les présumés responsables, les potentiels auteurs soient responsabilisés, qu'ils soient sanctionnés. Maintenant, à part ça, je pense qu'en termes de criminalisation de la torture, l'État l'avait déjà fait. La torture, c'est un crime imprescriptible au Togo depuis la réforme, la modification du code pénal togolais de 2015. On a aussi une définition qui est conforme à celle de l'article 1 de la Convention contre la torture. On a aussi le MNP qui a été arrimé à la CNDH et qui est actif. Et même la CNDH qui commence par recevoir des communications de la part des enfants, voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de réformes, en tout cas dans ce sens. Ça c'est vraiment ce qui est fait de bien. Maintenant, l'État vraiment, plutôt le comité a plutôt encouragé l'État à diligenter des enquêtes, à responsabiliser les présumés auteurs, à renforcer aussi l'éducation, la formation, le renforcement des capacités de tous ceux qui, au quotidien, interagissent avec ces enfants-là. Donc, c'est quelque chose que je peux rappeler ici. D'accord, ce sont ces idées-là qui sont revenues. Il y a eu également la diffusion et la sensibilisation, la participation des enfants à prendre en compte dans les prises de décision. Exactement. Il y a la question des violences qui est revenue. Exactement, aussi. Est-ce que selon vous, le Togo vous a satisfait? Les autorités togolaises ont répondu à vos attentes lors de cette présentation du rapport devant le comité des droits de l'enfant? Déjà, de façon schématique, il y a toujours un contraste entre le point de vue des organisations de la société civile et le point de vue des acteurs des pouvoirs publics qui sont assez satisfaits des efforts qu'ils font. Mais nous, on reste très souvent sur nos attentes. Moi, je dis que c'est conciliable ces deux positions parce que nous, acteurs assez sérieux et rigoureux dans la démarche d'analyse, nous reconnaissons ce qu'ils font. Nous les félicitons pour cela. C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut peut-être éviter de tirer sur la masse parce qu'il y a des gens qui font vraiment, qui ont la volonté de faire, qui s'engagent à faire vraiment du travail sérieux pour l'amélioration de la situation des enfants. Nous, au quotidien, sur certains cas, on travaille avec des acteurs qui sont très impliqués. Donc, il y a de superbes choses, de superbes dynamiques qui sont en cours, mais néanmoins, nous restons sur notre soif. C'est quelque part une invitation à continuer ce qui se fait déjà et à mieux faire. Donc, le rapport de l'État a été présenté naturellement avec beaucoup de satisfaction sur un certain nombre de points, mais je pense qu'ils ont eu l'humilité de reconnaître qu'il y a effectivement beaucoup de défis et c'est sur ce point justement que moi personnellement et mes collègues avec moi, nous avons été d'accord. D'accord. Et donc, sur la participation également, il y a des efforts à faire. La participation des enfants dans les prises de décision publiques. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous pensez que l'État a commencé par mettre en application ces recommandations?
Oui, de la présentation du rapport? On en a discuté à l'instant. L'un des indicateurs, par exemple, c'est la réforme en cours du Code de l'enfant. Et moi, au niveau pratique, de retour de Genève, il y a eu certains cas que nous avons portés devant certaines autorités. Il y a une diligence vraiment dans la réaction, quoi. Donc je pense que quelque part, ce passage aussi a eu la vertu de redonner de l'énergie aux autorités, de remettre la cause des enfants beaucoup plus à l'ordre du jour. Donc nous avions porté un certain cas devant les enfants, devant les autorités. Il y a vraiment une réaction vraiment que moi je cite toujours à qui veut l'entendre, parce qu'il n'y a pas que les défis ou les couacs à relever, mais quand certaines choses se font bien, vraiment on va avoir la maturité intellectuelle pour le dire, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, par rapport à l'adoption des tests, aujourd'hui, le Togo est en train de réviser le Code de l'enfant. Cette recommandation aussi est revenue du fait d'accélérer le processus d'adoption des projets de loi qui sont en examen et de veiller à ce que ces lois soient vulgarisées, surtout dans les zones rurales, en allouant des moyens, on va dire, des ressources financières suffisantes pour cela, et d'impliquer, on va dire, chaque acteur, juge, membre, avocat, enseignant et tous les acteurs. Est-ce que vous pensez que le Togo va pouvoir réellement toucher ce point? Puisque là, on adopte les tests, mais la vulgarisation est un problème. Exactement. Je pense même que dans la matière... En matière de célérité dans l'adoption des tests, il y a un test qui reste en attente quand même depuis des années. C'est comment ça s'appelle là, le code de procédure pénale. Oui. Ce code de procédure pénale qui est attendu pour bien des raisons, mais qu'on n'a pas toujours. Je pense que le comité également a rappelé que ce test soit rapidement vraiment, je pense qu'il y a plusieurs adopté. comités qui sont revenus sur la question du code de procédure pénale. Selon les indiscrétions, il était fin prêt, mais il a fallu encore qu'on le retoilette parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Donc, effectivement, célérité, puisque c'est un code qui va venir résoudre des problèmes déjà existants, quoi. Célérité dans l'adoption, mais aussi vulgarisation. Vulgarisation, moi, de ce que je retiens, c'est que, bon, très souvent, c'est nous, les acteurs de la société civile, qui sommes les vulgarisateurs, les griots par excellence. Oui. Donc, les journalistes, les autres IDH et diverses initiatives. Mais effectivement, la responsabilité primaire revient toujours à l'État. Le journal officiel, il semble que c'est le document par excellence pour vulgariser. Les tests. Mais bon, nos populations, nos parents dans les populations rurales, éloignées, ils n'ont pas accès au journal officiel. Il faut avoir le document physique et aller vers ces personnes. Dans la langue même dans laquelle le parent peut te comprendre. Donc il y a tout ça là aussi qu'il faut renforcer pour une meilleure appropriation des textes. D'accord. Le comité, dans ses recommandations, a parlé du fait d'adopter une politique nationale du bien-être de l'enfant. Et sa stratégie de communication relative aux pratiques sociales et traditionnelles préjudiciables aux enfants. Est-ce que vous avez constaté des pas déjà par rapport à ça? Donc je ne saurais répondre, parce que je sais déjà qu'il y avait une politique nationale sur l'enfant comme ça qui était adoptée, mais comme on dit, c'est la mise en œuvre intégrale qui reste le défi. Donc maintenant, s'il faut renforcer l'état des lieux, les politiques pour mieux faire, je ne saurais répondre. Est-ce que c'est bien fait? Je ne sais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui faudra votre satisfaction aujourd'hui si vous voyez des pas posés par l'État togolais en matière d'éducation des enfants? Oui, moi je pense que un premier pas, c'était de rendre gratuit l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Maintenant, pour un certain nombre d'acteurs, c'est aussi de réformer le système d'éducation lui-même pour que de plus en plus il soit plus conforme au marché de l'emploi. Le marché de l'emploi tant au niveau national qu'international, bien sûr. Parce que de plus en plus, quand vous allez à l'international, il y a certaines spécialités dont vous n'avez même pas écho au niveau national. Ça veut dire deux choses. Soit on n'a pas de spécialistes pour pouvoir tenir ce type d'enseignement au niveau national, ce qui veut dire qu'il faut envoyer des gens à la formation et après les avoir formés, encourager le retour. Ça aussi, c'est notre le retour de l'élite, on va dire. De l'élite. Il y a c'est deux choses.
on va ouvrir rapidement la parenthèse, il y a des élites qui sont rentrées, mais qui ne sont pas exploités. Qui ne pratiquent pas, voilà. qu'on n'exploite pas. Il faudrait les exploiter, les répertorier et les exploiter. Et ça n'encourage pas les autres à rentrer non plus. Donc, le retour pour pouvoir ouvrir vraiment des branches de formation 2.0, quoi, qui sont beaucoup plus conformes au nouveau challenge, au niveau international et autres. Merci beaucoup. Ou bien vous avez peut-être un appel vraiment qui vous tient à cœur à lancer à nos autorités. Bon, déjà, moi, je voulais parler de l'engagement du CACIT, de cette organisation-là, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, 14 organisations ensemble depuis 2006, réunies sur la cause de la promotion de la protection des droits humains. Donc de l'engagement du CACIT pour vraiment faire aussi contribuer vraiment à la réalisation des droits de l'enfant au Togo. Il y a beaucoup de dynamiques. J'ai dit par exemple que je suis coordonnateur du projet protection des enfants contre la torture au Togo. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi eu un projet qui voulait inciter la participation politique des jeunes filles. Quelque part derrière aussi, c'est stimuler un meilleur accès aux droits à l'éducation. Donc des projets aussi variés que possible selon les ressources disponibles pour aussi contribuer à un meilleur épanouissement des droits de l'enfant. Donc je voulais terminer sur cette note. Voilà. Merci beaucoup Roger Kwaku d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme régional Afrique du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Chers auditeurs, ainsi s'achève le nom du jour. Merci à vous pour votre fidélité. On lance un clin d'œil à notre bénévole qui est avec nous. Son prénom déjà, c'est quoi, Roger? Carla. Carla. Ouais. Salutations à Carla qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Je suis Edwige Apedo. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Et nous. D'ici là, portez-vous bien. Merci.